Moi, on dit que j'aime ça regarder des films. Surtout dans les journées de pluie comme ça, on dirait que c'est le moment parfait pour en écouter 2-3 d'affilée. Je suis content, en fait, dans des journées comme ça aussi, de pas m'être débarrassé des films que j'avais quand j'étais jeune, parce que maintenant que le médium est désuet, je suis comme rendu avec une collection de films. En fait, c'est l'excuse que je me donne pour en acheter d'autres. Mais j'aime les pochettes de DVD, j'aime les affiches, j'aime surtout le contenu qui est disponible en supplément. J'aime les menus qu'il y a sur les DVD. Les menus de DVD sont vraiment mieux que les menus de Blu-ray. Ma collection me fait rire, je trouve ça drôle en fait que Citizen Kane soit à côté. Ah shit. Citizen Kane est à côté de quoi? Agent Cody Banks. Je dirais que le film que j'aime le plus dans ma collection, c'est Blade Runner, puis c'est pas le film que j'aime le plus en tant que tel, mais la pochette, en fait, que j'apprécie le plus dans ma collection. L'épaisseur est un peu bizarre, ce qui fait que je l'ai mis à la fin avec d'autres coffrets à peu près la même grosseur. Non, pas toi. Une autre fois. Ce coffret-là, je le trouve premièrement vraiment beau. L'affiche de la licorne, je trouve ça vraiment le fun. C'est l'édition du 30e anniversaire qui est sortie en 2007 avec la version finale, si je me trompe pas. Il y a aussi un livret avec plein d'œuvres du directeur artistique pour les costumes, les vaisseaux, vraiment l'univers, comment il a été pensé, comment il a été planifié. C'est vraiment le fun. Je trippe aussi beaucoup sur le dessin, fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir ces œuvres-là dans le film. Puis c'est surtout qu'ils mettent l'emphase sur le découpage qu'on reconnaît par rapport au plan des films, comme ces plans-là, c'est la séquence d'ouverture, puis on peut reconnaître le dessin ici qui est clairement ce plan-là. Ça, c'est un avantage certain par rapport au streaming, d'avoir tout ce contenu supplémentaire. Dans la pochette, il y a 3 disques. Celui avec le Final Cut de 2007, le deuxième disque, a 3 versions. La version sortie en salle, la version internationale et le Director's Cut. Et le troisième disque contient le Workprint, qui était la version rough, disons, de Blade Runner, celle qui est presque sortie en salle. Le film est sorti en 1982 et la Final Cut, qui est la version qui est la plus écoutée aujourd'hui, est sortie, elle, en 2007. La version de 2007 ressemble pas mal à la version du Director's Cut de 92 avec des changements au niveau de l'image. Je dirais que c'est un peu une restauration du Director's Cut. Sur le Blu-ray, c'est une version HD tirée à partir d'un scan numérique 4K. C'est un HD qui va être plus sharp qu'un HD normal parce qu'il vient d'une source qui est en 4K. La qualité de compression est assez bonne. On parle aussi d'un bitrate variable qui peut plafonner autour de 20 Mbps, ce qui est une qualité de compression que certaines plateformes de streaming n'accordent pas. Ça, je suis prêt à le parier. Malgré le fait qu'ils se vantent d'avoir du contenu en 4K, le nombre de pixels dans une image, c'est pas la seule variante qui va faire en sorte qu'une image est belle. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo totalement. Ce qui est intéressant dans les différentes versions du film, c'est qu'il y a du symbolisme avec la licorne. Hein. La licorne signifie quelque chose de différent selon la version, puis c'est ça que je trouvais intéressant. Par exemple, dans la version qui est sortie en salle, le personnage de Harrison Ford, Deckard, pendant le film, il n'y a pas la séquence du rêve de la licorne, ce qui fait qu'à la fin, quand il trouve l'origami de la licorne, moi, de ce que je comprends de cette fin-là originale, c'est que la licorne symbolise un petit peu une utopie, quelque chose qui est trop beau pour être vrai, ce qui est le cas, en fait, de son idée à son personnage de s'enfuir avec sa femme robot qui, pourtant, il sait qu'elle a une espérance de vie limitée. Donc là, le symbolisme de la licorne devient un peu une utopie, tandis que dans la version finale, comme plus tôt dans le film, on voit Harrison Ford rêver d'une licorne, lorsqu'on voit l'origami à la fin, on se demande, coudonc, comment son collègue peut savoir qu'il rêve à des licornes, et on se pose la question à savoir, mais peut-être que Deckard est en fait un robot, ce qui fait que le symbolisme, la licorne, en fait, à la fin, représente pas une utopie, mais représente un doute que sa réalité est peut-être fausse. Puis c'est vraiment, je trouve ça super intéressant, cette lecture-là différente que quelques plans supplémentaires peuvent apporter. Au final, le fait qu'il y ait plusieurs interprétations du film que la version de 2007 apporte, il y a beaucoup de débats sur Internet à savoir si son personnage d'Harrison Ford est un robot ou non. Ben honnêtement, c'est pas important de le savoir si c'est un robot ou pas. Vraiment, l'impact du film est dans le questionnement, c'est-à-dire que si on se demande si c'en est un robot ou pas, ben on questionne en fait l'humanisme un peu de ces personnages-là, à quel point ils sont humains. C'est ça qui est vraiment intéressant, je pense, du film, de
de pas savoir si c'est un vrai humain ou une personne synthétique, tu sais, qui est même pas conscient lui-même, en fait, qui est peut-être un robot. Puis cette version-là, je trouve qu'elle est franchement plus intéressante. Ah oui, je dis robots, mais c'est pas vraiment des robots comme des Terminators là, avec un squelette en métal en dessous. C'est plus comme des humains synthétiques, c'est des répliques, là, en fait, des replicants. Ça ressemble un peu plus à du clonage. En plus des 5 codes, tu peux les écouter avec des commentaires audio. Les commentaires audio, c'est un peu comme un podcast, mais sauf que là, dans le cas de Blade Runner, tu peux non seulement écouter le film, mais tu peux écouter les commentaires audio de Ridley Scott, qui est le réalisateur. Tu peux aussi écouter les commentaires audio des scénaristes. Il y a aussi une autre forme de commentaire audio qui est avec les gars des effets spéciaux. Même le workprint, tu peux écouter le workprint, puis tu peux aussi l'écouter avec les commentaires audio d'un auteur néo-noir, un peu cyberpunk, qui est un des intervenants qu'on voit dans le documentaire. Fait que, tu sais, dans le coffret, tu pourrais écouter genre 8 fois le même film, puis tu t'apprendrais encore des affaires, là. Dans le 3e disque, il y a aussi tout le contenu que je trouve vraiment intéressant, surtout tout ce qui concerne la création de Blade Runner. Ça me fascine vraiment. C'est 3h45 de making-of du scénario à la sortie en salle. En fait, c'est subdivisé en plusieurs catégories. On parle du scénario, du choix du casting, du tournage en tant que tel, du montage, des effets spéciaux. J'apprécie beaucoup celui sur les effets spéciaux. Probablement que tous ces éléments-là sont disponibles quelque part sur YouTube, mais je trouve ça le fun de les avoir sur le disque, puis d'après ça, pouvoir aller voir le film, puis un peu comprendre comment ça a été fait. Par exemple, Blade Runner, tout a été fait en miniature, il n'y a pas d'effets générés par des ordinateurs. Fait qu'on, tu sais, pour les vaisseaux qui volent, c'est genre des jouets qui ont été filmés, puis je trouve ça le fun dans le documentaire de pouvoir voir comment, en fait, on peut filmer des espèces de maquettes comme ça, puis donner l'impression qu'ils sont plus gros qu'ils sont réellement. Comment les buildings dans l'univers de Blade Runner étaient faits, c'est vraiment intéressant. Maudit que je l'aime. Ce que nous apprend le documentaire sur la restauration du film de Blade Runner, c'est que les nouvelles technologies du cinéma nous ont permis de remplacer certains éléments dans le film, entre guillemets, patcher des erreurs. On est venu remplacer certains éléments qui fonctionnaient pas dans les versions antérieures, comme par exemple, il y a un plan au ralenti où on voit clairement que c'est pas l'actrice qui est là, mais bien la cascadeuse, la cascadeur, pas l'actrice principale. En gros, c'est assez évident que c'était quelqu'un d'autre avec une perruque, et là, avec les nouvelles technologies, on a pu demander à l'actrice de revenir tourner des images sur fond vert pour capter en fait des images de son visage et le surimposer sur le visage de la personne qui la remplace. Fait qu'il y a des petites erreurs comme ça qui ont pu être corrigées, mais tu sais, c'est pas de la censure parce que comme les versions précédentes existent dans le même coffret, en fait, on peut voir un peu les versions antérieures, puis on pourrait très bien décider que la version qu'on préfère écouter, c'est celle qui est sortie en salle en 1982, puis honnêtement, c'est bien correct. Tu peux même voir les bandes-annonces qui passaient dans les salles à ce moment-là. C'est ça les bandes-annonces, je dois dire que je m'y intéressais pas vraiment, puis là, je me suis forcé à les écouter dans le cadre de la vidéo, puis ça m'a fait rire de voir que y a certaines bandes-annonces qui racontent vraiment une autre histoire que ce qui est vraiment Blade Runner. Tu as l'impression que c'est vraiment un film un peu plus romantique que celui-là. Je trouvais que c'était un drôle d'angle pour une bande-annonce. Sur le 3e disque aussi, on nous offre une galerie numérique, en fait, qui nous présente des storyboards, des concepts artistiques, des photos aussi de tournage. Il y a tellement de contenu supplémentaire. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a aussi une limite à ce qui m'intéresse là, par rapport au film. Je veux dire, ça me tente pas tant que ça de savoir quelle bobette il portait ce jour-là. Je veux dire, on est dans ce niveau-là de détails. Tu peux voir des séquences de storyboard, de séquences qui existent même pas dans le film, des séquences qui ont été abandonnées, tu sais. Écoute, tu peux voir des screen tests des actrices qui ont même pas joué dans le film, qui se sont fait refuser le rôle. Tu peux voir des tests qu'ils ont eu. Et tu peux voir une version ou certains segments du film qui existaient au début avec une voix off de Harrison Ford. Harrison Ford, tu sais, je veux dire, ce film-là, je l'aime beaucoup parce qu'au niveau technique, c'est un film qui est vraiment envoûtant visuellement, il est très très beau. Puis il y a quand même quelque chose au niveau thématique que je trouve intéressant, mais il faut dire que le jeu d'Harrison Ford dans ce film-là est pas à son top. Des fois, il y a des petites choses comme ça qui sont drôles à voir aujourd'hui, qui peut-être me sortent un petit peu du film, mais reste que les effets spéciaux puis l'univers est tellement impressionnant. Tu sais, c'est impressionnant de voir qu'on y croit
Un peu. Ben, en tout cas, personnellement, j'y crois à cette ville-là, même si on est passé 2019 et qu'on n'est pas dans cet univers dystopique, ou en tout cas, peut-être qu'on y approche. Bref, une bien bonne vue que je recommande, que je suis fier d'avoir dans ma collection. Juste ici. Et voilà. Beau petit DVD. Oh, que je t'aime, toi.